Bonjour Jordan Bardella. Bonjour Madame Mabrouk, merci pour votre invitation. Et bienvenue à vous à la grande interview sur CNews et Europe 1. Vous êtes le président du Rassemblement national. Alors que le Premier ministre a donc enclenché 2 49.3 dans la même journée hier, le Parti socialiste, Jordan Bardella, a donc décidé de ne pas voter la censure du gouvernement sur le budget, assurant ainsi la survie de François Bayrou. Et ce matin, votre parole est attendue, la vôtre évidemment et celle de Marine Le Pen. Vers quoi vous vous orientez ? Bon, d'abord, ce budget, c'est un budget qui est extrêmement mauvais. C'est un budget qui est mauvais pour la nation, pour le pouvoir d'achat de nos compatriotes et évidemment pour l'activité économique du pays. C'est un budget qui acte un déficit à 5,4% du PIB et qui maintient des prélèvements obligatoires parmi les plus élevés de l'ensemble des économies développées. Bon, donc ce budget, nous l'avons combattu, nous sommes dans l'opposition et nous sommes par définition opposés au budget qui a été présenté par le gouvernement de François Bayrou. Maintenant, nous avons arraché des victoires qui sont incontestables depuis plusieurs semaines. Grâce au Rassemblement national, il n'y aura pas de déremboursement de médicaments. L'électricité, au 1er janvier, a baissé de 15% pour 24 millions de ménages en France. C'est grâce au Rassemblement national et les pensions de retraite ont été réindexées au 1er janvier. Nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes dans l'opposition et c'est la première fois que dans ce contexte un peu particulier que nous connaissons depuis l'été, notre mouvement réussit à obtenir des victoires extrêmement concrètes pour les Français. Victoires et concessions arrachées, dites-vous. Oui, c'est des concessions arrachées, même si évidemment nous sommes encore une fois très critiques de ce budget parce qu'il ne s'attaque pas au gaspillage d'argent public et alors qu'on demande toujours plus d'efforts à nos compatriotes, on ne fait pas les efforts nécessaires pour réduire la mauvaise dépense publique et réduire le déficit. Nous nous réunirons demain à l'occasion d'une réunion de groupe avec Marine Le Pen et l'ensemble de nos députés pour décider du vote du Rassemblement national sur la censure. Si on est tout à fait honnête, ce matin, mathématiquement, le gouvernement ne peut pas tomber dans tous les cas, puisque le Parti socialiste ne se joindra pas au vote de la censure. La question qu'il faut se poser au fond, c'est est-ce que, au moment où nous nous parlons, dans la période actuelle, les Français tireraient bénéfice d'une nouvelle censure. Donc la question, Jordan Bardella, ce matin, vous la formulez ainsi, vous allez nous donner la réponse. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget que pas de budget du tout pour le pays ? C'est le dilemme devant lequel l'ensemble des partis politiques sont aujourd'hui confrontés. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais budget ou est-ce qu'il vaut mieux pas de budget du tout ? Et votre réponse ? Nous trancherons demain matin. Je crois, et c'est ma conviction, qu'il faut éviter l'incertitude, parce que je sais qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise, beaucoup de nos compatriotes, nos agriculteurs, qui, alors que l'année 2025 est engagée, sont extrêmement inquiets d'une instabilité qui pourrait s'installer dans la durée. Il faut bien que les Français qui nous regardent ce matin comprennent que c'est une équation impossible. On l'a compris, mais éviter l'incertitude, c'est-à-dire ne pas voter la censure pour vous. On en discutera encore une fois, la décision sera prise demain matin. Moi, je pense que dans la période dans laquelle nous sommes, les Français, au moment où on se parle, ça peut changer demain, ça n'était pas le cas hier, ne tireraient pas profit d'une nouvelle forme d'instabilité qui pourrait avoir des conséquences plus lourdes pour l'économie que lors de la précédente censure au mois de décembre. Ce qui compte pour nous et ce qui compte pour moi, c'est de pouvoir regarder les Français dans les yeux en leur disant que dans le contexte très difficile sur le plan institutionnel et politique que nous vivons depuis cet été, qui est du fait, encore une fois, des accords de second tour qui ont été passés entre Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon et qui ont privé le pays d'une stabilité pendant au moins un an, date à laquelle nous pourrions organiser de nouvelles élections législatives. Notre volonté, c'est d'arracher des victoires et d'arracher des concessions. Et c'est historique aujourd'hui. Enfin, je veux dire, l'électricité qui baisse de 15% pour 24 millions de ménages, c'est évidemment une première. Parce que c'est une première. Mais vous dites, regardez les Français dans les yeux. Vous avez l'occasion d'en regarder, en tous les cas, plusieurs milliers ce matin et ceux qui vous écoutent sur Europe 1. C'est de dire que vous vous dirigez très clairement, on vous entend ce matin, vers une non-censure. Comment vous allez expliquer, malgré tout, que vous préférez un mauvais budget dont vous venez de dénoncer quand même des travers et pas n'importe lesquels, plutôt que pas de budget et une instabilité? Pourquoi il vaut mieux avoir un mauvais budget qu'une instabilité? Pour une raison très simple, c'est que je pense qu'en démocratie, il y a toujours deux écueils à éviter, c'est celui de l'immobilisme et de l'incertitude. Je veux dire, les choix qui ont été faits par Emmanuel Macron lors du second tour des élections législatives ont créé une forme
d'incertitude pour des millions de Français, que ce soit pour des chefs d'entreprise, que ce soit pour nos agriculteurs, que ce soit pour les Français qui peinent aujourd'hui à avoir une lisibilité sur l'action politique. Et il se trouve qu'il n'est pas possible d'organiser de nouvelles élections législatives avant cet été, et que si le gouvernement devait tomber, il peut tomber. Il peut tomber demain, il peut tomber après-demain, il peut tomber dans une semaine. Il y a peu de chance, sur un autre sujet que le budget. En tous les cas, mathématiquement, aujourd'hui, les socialistes ne se joignant pas à la motion de censure, le gouvernement ne peut pas tomber. Juste, il faut bien comprendre que vous avez voté la censure la fois dernière, provoquant l'incertitude, et cette fois-ci, vous ne voulez pas la voter pour les mêmes effets? Nous étions au mois de décembre. Nous sommes aujourd'hui, mois de février, l'année est déjà engagée. Au mois de décembre, le budget qui avait été présenté par Michel Barnier était un budget encore plus dangereux pour nos compatriotes, pour la croissance économique, pour nos entreprises, puisqu'il prévoyait notamment d'alourdir de 40 milliards d'euros les prélèvements obligatoires. Et encore une fois, je veux dire, moi je ne suis pas dans la majorité. Nous avons le premier groupe à l'Assemblée nationale, nous sommes le premier parti d'opposition, le premier parti de France. Nous avons une responsabilité à l'égard des Français, mais nous ne sommes pas au pouvoir. La censure, encore une fois, c'est pas un jeu. La censure, c'est un outil institutionnel, c'est l'arme nucléaire sur le plan institutionnel qui doit être utilisée pour protéger le pays. Donc, de responsabilité que vous faites. Oui, c'est un choix de responsabilité. Encore une fois, la décision sera définitivement actée demain. Mais la question qui me hante et qui me taraude, c'est, encore une fois, est-ce que au moment où on se parle, les Français, les entreprises françaises tireraient bénéfice d'un nouveau report d'une discussion budgétaire dans 3 mois. Maintenant, encore une fois, ce budget, moi j'y suis résolument opposé. Je combats ce budget parce que je pense que c'est un mauvais budget qui, encore une fois, demande des efforts toujours aux mêmes et ne fait pas les bonnes économies. Maintenant, il faut un budget, il faut bien un budget. Mais expliquez-nous, est-ce que ce matin, votre choix donc de non-censure, comme celui de Marine Le Pen, est un choix de responsabilité, de raison? Vous êtes un peu, si je peux reprendre cette comparaison, des parents responsables par rapport à certaines personnalités dans votre parti. Je pense à Jean-Philippe Tanguy, qui est quand même le monsieur budget, à Laurent Jacobelli, hier encore sur Europe 1, qui disent mais il faut aller vers cette censure. D'ailleurs, monsieur Tanguy a voté contre le texte en CMP. Oui, mais je veux dire... Vous êtes divisé dans votre parti? Non, on n'est pas divisé. Pour le moins, il y a différentes lignes. La ligne, elle est fixée, elle sera fixée demain en réunion de groupe. Et il est normal que dans un grand mouvement politique, qui compte plusieurs dizaines de parlementaires français, européens, le premier groupe à l'Assemblée nationale, il puisse y avoir des débats sur un sujet, encore une fois, qui n'est pas simple à trancher. Mais moi, je veux rendre hommage évidemment au travail de nos députés, notamment de Jean-Philippe Tanguy, qui n'ont pas compté leurs heures ces derniers jours, notamment devant la commission mixte paritaire, précisément pour défendre le pouvoir d'achat de nos compatriotes, pour défendre un système social qui soit un système social juste et pour aller faire la chasse aux mauvaises dépenses de l'État. Ce qui me gêne dans ce budget auquel je suis évidemment résolument opposé, parce que ce qui détermine en réalité le fait que vous soyez dans la majorité ou dans l'opposition dans la vie démocratique, c'est le vote ou non d'un budget qui traduit en réalité une politique. Bon, quand on demande des efforts toujours aux mêmes, mais qu'on ne fait pas d'économie sur l'immigration, sur la fraude, sur la dépense publique, sur les dizaines d'agences qui sont aujourd'hui subventionnées par l'État et qui représentent 70 à 80 milliards d'euros, dont l'utilité est parfois plus que discutable, quand on ne remet pas en cause la contribution de la France au budget de l'Union européenne, quand l'Allemagne et les Pays-Bas ont réussi à obtenir des rabais, les Français se disent c'est un peu toujours sur nous que les efforts pèsent. Maintenant, encore une fois, nous ne sommes pas au pouvoir, nous sommes dans l'opposition, nous préparons l'alternance et il est évident que la trajectoire de déraison budgétaire sur laquelle Emmanuel Macron a plongé le pays place aujourd'hui beaucoup de partis politiques face à des choix difficiles et c'est sûr face à leurs responsabilités. Donc moi je ne mens pas aux Français. Si nous avons censuré au mois de décembre, c'est pour les protéger. Est-ce que le débat se repose dans les mêmes termes 2 mois après, alors que l'année a commencé? C'est un débat qui n'est pas évident à trancher, mais il faut trancher, et je prends mes responsabilités. Tout à fait, vous dites premier opposant, mais la question se posera au sortir de cet épisode. Quoi qu'on pense de la France insoumise, eh bien le groupe apparaît comme cohérent et, j'allais dire, dans son opposition frontale et systématique en votant la censure. Ce ne sera pas votre cas. Est-ce qu'aujourd'hui, ne pas voter la censure et donc adouber le budget, c'est aussi finalement participer à sauver le soldat, monsieur Bayrou? Madame, je n'adoube pas, je n'adouberai pas le budget. Je suis opposé au budget. Je pense qu'il faut distinguer. Et il faut bien que les Français qui nous regardent comprennent qu'on peut parfaitement distinguer le budget, la critique politique qu'on peut faire d'un budget et le fait de renverser la table et de faire tomber le gouvernement et de reporter la trajectoire budgétaire de la France alors que l'année a déjà commencé dans quelques mois. Voilà, encore une fois, c'est les questions qu'on va se poser dans quelques semaines. Maintenant, moi, je reste un adversaire résolu de la politique de François Bayrou. Pourquoi? Parce qu'elle est la même que celle d'Emmanuel Macron. Et vous le respectez, il y a une forme d'entente et de respect.
Je respecte la situation dans laquelle... Non mais l'homme, on voit bien qu'il y a une différence avec M. Barnier. Je respecte... Pas Marine Le Pen en l'occurrence. Je respecte tout le monde. Le sujet, c'est pas la personne ou le caractère de François Bayrou. Lui-même vous respecte. C'est la politique qu'il met en œuvre. Oui, mais... C'était important, Monsieur Bardella, lors de la dernière censure, c'était l'un des éléments qui a fait quand même plier le gouvernement. Vous estimiez, Marine Le Pen, qu'il y avait une forme de non-respect de la part du Premier ministre. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on en est à se poser la question, ce matin, de est-ce qu'un Premier ministre qui est responsable devant le Parlement respecte un mouvement qui, en nombre de voix, est le parti politique pour lequel les Français ont le plus voté en 2024 ? Nous avons fait 32% aux élections européennes, 11 millions de voix lors des élections législatives. Nous représentons des millions de Français chaque jour davantage. Et on est à se dire, est-ce que c'est au fond normal ou pas normal qu'un chef de gouvernement respecte tout le monde ? Moi, je vais vous dire, et c'est ça ma grande différence avec la gauche et avec l'extrême gauche, c'est que moi, je respecte tout le monde. Je respecte tous les Français, y compris les Français qui n'ont pas mes idées. Et s'agissant de la France insoumise, ils n'ont pas la même vocation que nous. Moi, demain, j'ai vocation, peut-être si les Français m'accordent leur confiance, à être à la tête d'un gouvernement. Nous avons vocation à arriver au pouvoir, à redresser le pays. La France insoumise, elle, veut dynamiter les institutions. Voilà, ils sont contre tout par principe. C'est-à-dire qu'avant même qu'un gouvernement soit nommé, avant même d'entendre ce que quelqu'un a à dire, ils considèrent qu'il faut censurer les institutions. Et si ça ne marche pas sur le plan démocratique, il faut se donner rendez-vous dans la rue et organiser le 3e tour des élections dans la rue. Donc, encore une fois, ils veulent le désordre, je veux l'ordre. Et c'est ce qui fonde notre différend profond avec la gauche, avec M. Mélenchon et avec ses amis de la France insoumise. Vous parlez de respect, Jordan Bardella. Il y en a un, et c'est un dirigeant qui ne respecte pas la France, ou en tous les cas ses décisions, c'est le président algérien. Il s'en prend aussi au Rassemblement national, à Marine Le Pen, qui suggérait, je le rappelle, de faire avec l'Algérie ce que Trump fait avec les migrants colombiens. Ce sont des analphabétises, dit-il. Il affirme qu'il y a aussi dans l'ADN du RN des restes de l'OAS. Et d'enchaîner avec cette question, Marine Le Pen veut-elle une nouvelle rafle du Veldiv ? Comment vous réagissez à de tels propos ? Bon, ça fait plusieurs années, voire plusieurs décennies que le régime algérien multiplie les injures et les provocations à l'égard de la France, régime qui sur le plan intérieur tire sa légitimité d'une rente mémorielle et d'une culpabilisation de la France en essayant aussi, on le voit encore là au travers des déclarations irresponsables du président algérien, d'utiliser les passages les plus douloureux de l'histoire de France pour essayer de semer la division sur le plan intérieur. Ces propos, ils sont particulièrement graves, ils sont irresponsables, mais ils ne m'étonnent pas. Ça fait plusieurs décennies que l'Algérie refuse de coopérer avec la France. Il y a eu, entre 2019 et 2022, j'ai découvert ce chiffre assez effarant il y a quelques jours, 59 000 ressortissants algériens qui ont été placés sous OQTF, sous obligation de quitter le territoire français. Sur ces 59 000 ressortissants algériens en France, placés sous OQTF entre 2019 et 2022, il y en a seulement 2600 qui ont été effectivement récupérés par l'Algérie. L'Algérie refuse de récupérer ces ressortissants. Encore avant-hier, ce fut le cas d'un autre ressortissant. J'allais y venir, vous avez parfaitement raison de le mentionner, c'est factuel, refuse de coopérer avec la France, mettent sous enferme, je dirais, sous ses geôles, des écrivains algériens comme des écrivains libres, comme des grands penseurs comme Boualem Sensal, écrivain franco-algérien. Donc, si demain nous sommes à la tête de l'État, nous ferons exactement ce qu'a fait Trump à l'égard de la Colombie, c'est-à-dire faire respecter l'intérêt national. Et je peux vous assurer que si l'Algérie continue à multiplier les provocations et que demain nous sommes à la tête de l'État, il n'y aura plus un seul visa pour des ressortissants algériens à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer plus un seul visa la politique du zéro algérien à partir du moment où l'Algérie refuse de récupérer ses ressortissants. Je mettrai fin à l'aide au développement et aux millions d'euros qui sont dûment collectés par le travail de nos compatriotes en France et qui servent à financer le régime algérien. Nous suspendrions les transferts de fonds privés. Je mettrai fin au scandale des visas pour soins qui fait que 40% des Algériens qui demandent un visa sur le sol français sont des visas pour soins, c'est-à-dire des visas pour venir se faire soigner dans notre pays aux frais de la princesse. Nous empêcherions les dirigeants algériens de venir se faire soigner sur le sol français. Et croyez-moi qu'à partir du moment où nous ferions respecter les intérêts de la France, nous pourrions rebâtir demain une relation beaucoup plus saine, non pas, je ne mets pas dans le même sac le peuple algérien et le régime algérien, mais avec un régime algérien qui passe son temps à malmener sur le plan diplomatique et sur le plan de la morale notre pays. Trump, avec la Colombie, en quelques heures,
par la menace de droits de douane sur les exportations colombiennes aux États-Unis a permis précisément à la Colombie de céder et de récupérer ces migrants illégaux. On entend votre fermeté ce matin sur CNews et Europe 1. Au passage, le dirigeant algérien vous surnomme le petit jeune du RN avec une pointe prononcée de mépris. Il s'en prend également nommément à un ministre quand même de la nation, au ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, qui est quasiment qualifié d'ennemi quand on lit cet entretien. Est-ce que vous apportez votre soutien au ministre de l'Intérieur? Mais la question, c'est où est le président de la République? Mais ma question, c'est est-ce que vous apportez votre soutien tout d'abord? Bien sûr. C'est important quand un dirigeant étranger l'attaque. À partir du moment où un dirigeant étranger attaque un responsable politique français, quel qu'il soit, même s'il n'est pas de mon parti politique, par principe, je lui apporte mon soutien. Donc, non seulement je lui apporte mon soutien, mais j'apporte aussi mon soutien à Éric Ciotti, qui, lui aussi, l'ancien patron des Républicains, qui est aujourd'hui le patron de l'UDER, allié du Rassemblement national dans le cadre de la coalition électorale que nous formons, qui lui aussi, parce qu'il a eu, je dirais, le courage de dénoncer cette relation déséquilibrée avec l'Algérie, eh bien, subit les foudres du régime algérien et de la presse algérienne. Donc, on est face à un régime qui n'est pas un régime... Vous dites, où est le président de la République? Mais où est le président de la République? Vous pensez qu'il n'œuvre pas en coulisses quand même pour la libération d'un grand écrivain français francophone? Il ne fait rien pour Boualem Sansal? Je ne crois absolument pas. Et quand on voit que le président de la République s'était déplacé à Alger pendant sa campagne électorale en 2017, vous vous en souvenez, pour aller pleurer sur le lait renversé, expliquer que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, désigner par définition comme des adversaires les dirigeants politiques français, le peuple français, les intérêts de la France, lorsque M. Darmanin, ministre de l'Intérieur à l'époque, va fleurir la tombe du FLN et des gens qui ont organisé des attentats terroristes contre les intérêts français, contre des ressortissants français, contre des policiers français, je ne vois pas comment est-ce que l'Algérie peut nous respecter. Donc nous avons donné à l'Algérie son indépendance, il faut maintenant que le régime algérien nous donne la nôtre, et si ça n'est pas le cas... Nous donne la nôtre. Vos mots sont forts. Nous n'avons pas notre indépendance par rapport au régime algérien. C'est quoi? C'est une forme de repentance permanente? Oui, on est otage d'une repentance, d'une rente mémorielle et d'une repentance permanente. Et pour construire sa légitimité, eh bien, le régime algérien se sent obligé d'injurier la France en permanence. Si demain nous sommes à la tête de l'État, eh bien, nous ne laisserions pas la France être injuriée et les Français être méprisés. Vous reconnaissez que M. Retailleau, auquel vous apportez votre soutien quand il est ciblé par le régime algérien, tient des propos tels que les vôtres. Est-ce que, d'ailleurs, plus largement, vous reconnaissez, c'est-à-dire? Il fait quoi? Eh ben, vous avez vu, c'est-à-dire, il fait quoi? Quelles actions? C'est-à-dire que M. Retailleau... Déjà, dire à l'Algérie ce qu'il pense, je trouve que c'est une différence avec le reste du gouvernement. Oui, mais si vous voulez, les Français, ils ne se payent pas de mots, ils veulent des actes. Il n'y en a aucun? Une circulaire pour durcir l'immigration? Pas du tout. Non, M. Retailleau, il a fait une circulaire pour que les régularisations ne se fassent plus au bout de 5 ans, mais au bout de 7 ans. Monsieur Bardella, rappelez-moi, c'est vous qui avez voté pour la loi immigration de M. Darmanin, considérée comme toute petite, et vous venez aujourd'hui dire que ce n'est pas suffisant. D'abord, la loi qui avait été votée par M. Darmanin était plus dure. D'abord, moi, je suis dans l'opposition, et la loi qui avait été mise en œuvre à l'Assemblée nationale était peut-être même plus dure que la circulaire Valls, et nous l'avions soutenue. Non, la circulaire Retailleau va plus loin. Non, pas du tout. Je parlais de la loi immigration. Et d'ailleurs, je vais vous dire... Oui, la loi immigration, elle va plus loin. Oui, attendez. Vous me parlez de la loi immigration par rapport à la circulaire Valls. Et nous l'avions votée pour un certain nombre de raisons, et notamment pour des motifs qui ont été rejetés par le Conseil constitutionnel pour des cavaliers législatifs. Mais, je veux dire, ce qu'on attend d'un ministre de l'Intérieur, c'est pas qu'il décale de 5 ans à 7 ans la possibilité d'être régularisé, parce que ça, c'est un appel d'air. À partir du moment où vous offrez la possibilité à des étrangers qui viennent dans notre pays de manière illégale, c'est-à-dire en violant l'hospitalité du peuple français, en violant la loi française, en violant les frontières de notre pays, alors c'est un appel d'air considérable. Si demain... Monsieur Retailleau est responsable d'un appel d'air. Quand on continue à maintenir le principe de la régularisation, évidemment, je veux dire, si demain quelqu'un se pointe dans votre domicile et que vous lui dites vous n'avez pas 5 minutes pour partir mais 7, eh bien c'est une incitation pour que d'autres viennent franchir la porte de votre domicile. Donc, durcissement dans les conditions quand même d'obtention des papiers, durcissement, donc vous l'avez dit, rallongement du temps, tout ça vous considérez que ça va dans le mauvais sens. C'est quand même étrange, Monsieur Bardella. Madame, il ne faut pas durcir les conditions de régularisation. Il faut supprimer la possibilité d'être régularisé quand on est un clandestin en situation par définition irrégulière, quand on est une personne en situation irrégulière sur le sol français. Monsieur Retailleau, il a eu des mots très durs sur l'aide médicale d'État, c'est-à-dire sur la gratuité des soins aux étrangers en situation irrégulière. Est-ce que ce budget remet en cause l'aide médicale d'État? Non. J'ai entendu Monsieur Retailleau exprimer ses inquiétudes sur le port du voile pour les accompagnatrices scolaires. Est-ce que le port du voile
pour les accompagnatrices scolaires est remise en question. La réponse est non. J'ai entendu M. Retailleau. Il n'a pas la majorité. Vous connaissez les entraves par rapport à certains juges, par rapport aux normes, par rapport à l'Union européenne. Vous ne lui reconnaissez rien, M. Retailleau ? Si, je lui reconnais la sincérité. Mais ça ne suffit pas. Politique. Voilà. Et donc, compte tenu de ce contexte, M. Retailleau, il est malheureusement condamné à être le ministre de la parole. Et donc, effectivement, la musique qu'il joue est très douce à mon oreille, elle est très douce elle n'est pas seulement à aux oreilles des électeurs du Rassemblement national, mais les électeurs du Rassemblement national, ils ont déjà entendu ça 25 fois. C'est-à-dire des gens qui viennent, issus de la droite dite républicaine, redire ce que dit le Front National, puis le Rassemblement national depuis 30 ans, et faire l'exact inverse. Et si M. Retailleau était cohérent, cohabitant avec des macronistes et des socialistes qui accusent tous les records en matière d'immigration, alors il démissionnerait. Et pourtant, M. Retailleau, il fait équipe avec M. Darmanin qui allait fleurir la tombe du FLN. Vous n'allez pas voter la censure, pourtant. Mais vous demandez à M. Retailleau de démissionner. Sur le budget. C'est pas parce que, mais attendez, c'est pas parce qu'on ne vote pas la censure sur le budget qu'on ne pourrait pas la voter demain ou après-demain. Ce que je veux dire, et les Français qui nous écoutent ce matin voient bien que malgré les déclarations, il ne se passe rien et il ne se passera rien parce qu'il n'y a aucune légitimité pour agir sur ce sujet, que M. Retailleau est isolé au sein du gouvernement et qu'il n'a pas la majorité parlementaire. Je veux dire, pourquoi est-ce que les Républicains, lorsque nous avons proposé l'expulsion des délinquants et criminels étrangers à la fin de l'année 2024, ont voté contre ? Pourquoi est-ce que les soutiens de M. Retailleau, qui ont des mots très durs sur la politique migratoire, s'opposent à ce que nous expulsions les délinquants et criminels étrangers quand nous le proposons de manière systématique à l'Assemblée nationale ? Donc, il y a les paroles, il y a les actes. Il y a aussi des victoires. En tous les cas, la droite LR les voit ainsi. À Villeneuve-Saint-Georges, la mairie a échappé à l'insoumis Louis Boyard en faveur de la droite. D'ailleurs, vous aviez milité pour un barrage par rapport à Louis Boyard. Est-ce que c'est une victoire LR que vous saluez ? Non, c'est pas une victoire LR que je salue. C'est toujours très difficile de tirer des enseignements sur des partiels. En tout cas, il se trouve que on regarde la situation locale. C'est effectivement le candidat LR qui était face à Louis Boyard. Et moi, j'ai pris mes responsabilités là aussi en disant que je préférais voir tout autre profil élu à la tête de la municipalité de Villeneuve-Saint-Georges que Louis Boyard, qui, outre son passé de dealer, représente pour moi les pires outrances et les pires vulgarités de la vie politique, couplé à une idéologie que je juge extrêmement dangereuse pour la France, pour la République et pour ses valeurs. Donc je me réjouis effectivement que ce monsieur ait été défait dans les urnes dimanche dernier. On va bientôt conclure. Jordan Bardella, je voulais vous faire réagir au nini de Gabriel Attal, l'ancien Premier ministre qui dirige désormais le parti présidentiel, s'est mis en scène dans plusieurs il a changé d'avis. C'est-à-dire C'est-à-dire que M. Attal, qui a un petit peu disparu depuis l'été, souvenez-vous, avait appelé à voter contre les candidats du Rassemblement national pour les candidats de M. Mélenchon, allant jusqu'à déclarer chez vos confrères de France Inter qu'il fallait me faire barrage et faire barrage aux électeurs du Rassemblement national, quitte à utiliser des bulletins de vote de la France insoumise. Donc c'est bien beau de changer d'avis tous les 4 matins, mais je pense que les Français ne sont pas dupes, ouais. Il estime être libre, Gabriel Attal en tous les cas. Il a, semble-t-il, rompu avec Emmanuel Macron puisqu'il dit « Je me sens l'héritier de personne ». Je vous pose la question en montrant aussi le titre de votre livre que vous avez publié, qui est un véritable succès aux éditions Fayard. Ce que je cherche, est-ce que vous pourriez aussi dire que vous n'êtes plus l'héritier de quelqu'un, vous êtes l'héritier de personne aujourd'hui? Non, moi je n'oublie pas qui m'a fait roi, entre guillemets, et qui m'a donné l'opportunité de défendre les Français chaque jour dans mon combat politique. Je suis l'héritier de personne, mais j'ai une déférence et évidemment une dette certaine à l'égard de Marine Le Pen, pour qui j'ai beaucoup de respect. Et je pense que c'est important en politique de ne pas oublier d'où l'on vient et qui sont les gens qui vous ont accordé leur confiance, parce que faire confiance quand on fait de la politique, c'est pas évident. Une dernière question personnelle, quel que soit l'âge à laquelle on perd un parent, c'est toujours un deuil insurmontable et douloureux, d'autant que la sépulture de Jean-Marie Le Pen a été dégradée. Comment va Marine Le Pen à ce sujet et comment vous avez appréhendé cet épisode? Elle m'impressionne chaque jour par sa solidité. Elle est remontée à cheval dans ce qui est une étape très, très, très douloureuse, parce que au-delà des désaccords qu'il y a pu avoir avec Jean-Marie Le Pen sur le plan politique, et qui ont amené aussi à une rupture en 2015 comme ancien président du Front National, ça reste son père. Et c'est vrai que le moment que j'ai pu en partie, même si évidemment ça fait partie du deuil, de l'intimité, de la stricte intimité familiale, partager en partie à ses côtés est un moment qui est difficile. Et ce qui est d'autant plus difficile, c'est de voir la virulence de certains
Et je n'ose pas imaginer ce que c'est que de perdre l'un de ses parents, de perdre son papa et de voir sa tombe souillée de cette manière quelques jours plus tard. Mais elle est solide et elle va bien. Merci Jordan Bardella. Merci à vous. C'était votre grande interview. Je vous dis à bientôt. Merci. Merci Jordan Bardella.